À l'origine du jus d'orange, il y a donc l'orange, un fruit qui vient de loin puisqu'il est d'origine chinoise. L'orange débarque en Europe avec les croisades autour du XIIe siècle, d'abord dans sa version amère. À la fin du XVe, les Portugais rapportent d'Asie l'orange douce, qui peu à peu va supplanter l'amère. Pendant longtemps, l'orange fut un produit de luxe. Aujourd'hui, c'est un business considérable et globalisé. Le Brésil et les États-Unis sont les premiers producteurs mondiaux. En Europe, la reine de l'orange, c'est l'Espagne. Il en existe de très nombreuses variétés. Quelles sont les bonnes oranges pour un bon jus? Avec Andrea Gringeri et Jean-Marc Chevillard, on fait le tour de l'orange et de la question. Pour un œil profane, rien ne ressemble davantage à une orange qu'une autre orange. Mais ne dites jamais ça à Nils Rodin. Ce passionné choisit 150 sortes d'agrumes dans ses serres de Borey, en campagne nyonnaise. Il nous décrypte les variétés d'oranges les plus communes. Ah, je l'ai cassé. Alors, dans les oranges douces, il existe, on va dire, quelques groupes assez classiques. On retrouve l'orange parfaitement sphérique qu'on appelle l'orange type Valencia, qui est une orange d'origine espagnole. On va retrouver également l'orange Navel, qui est d'origine américaine, avec ce petit nombril qu'on voit bien ici sur les fruits de plus grosse taille ici. Et les oranges demi-sanguines, qui sont les Tarocco. Il existe encore les complètement sanguines, les Moreau, qu'on trouve presque plus dans le marché. C'est à peu près ça les principaux groupes des oranges. J'ai envie de me faire un bon jus d'orange, je vais aller au magasin. Qu'est-ce que vous conseillerez de prendre pour faire son jus d'orange? Alors, pour se faire un vrai plaisir gustatif, moi j'irais tout de suite sur une Tarocco. Une Tarocco, c'est un fruit qui a une couleur déjà originale, qui est ce rouge un petit peu à l'intérieur, qui donne beaucoup de caractère, qui donne des notes un petit peu de fruits rouges et qui sont un peu moins acides que les oranges traditionnelles. Ensuite, la Naveline, qui peut être petite ou grosse. Et là, comme vous pouvez voir ici, on voit ces petits avortons qui donnent des quartiers complètement désordonnés à l'intérieur, contrairement à celles qu'on voit ici. Et ça, c'est des oranges qui sont délicieuses et qui sont très sucrées et vraiment très juteuses. Des fois, on arrive dans le commerce, c'est écrit orange à jus. Mais moi, j'ai l'impression que quand on coupe une orange, on peut toujours faire du jus. Alors, il y a des oranges qui sont mieux que d'autres pour les jus. Enfin, c'est quoi cette appellation? C'est un peu une appellation commerciale pour un fruit qui est un peu moins joli, je dirais. Typiquement comme ces Valencia qui ont une peau un petit peu tigrée. Donc voilà, on préfère les utiliser pour le jus. Mais toutes deux fonctionnent très bien, autant la Navel que la Valencia. Si toutes les variétés se laissent presser, rappelons que l'orange en Europe a une saison de prédilection. Alors on va dire que l'orange est un fruit qui peut produire selon les variétés presque toute l'année, mais le gros de la production est essentiellement hivernal. Et la plupart des oranges qu'on trouve dans le commerce en été chez nous en Suisse proviennent de l'hémisphère sud où c'est l'hiver austral. C'est pour ça que ça fait pas trop de sens à mon avis de boire du jus d'orange en plein été. Vitaminé et antioxydant, le jus d'orange est aussi sacrément sucré et bien acide. Alors finalement, le jus d'orange, est-ce que c'est si bon que ça pour la santé et combien faut-il en boire? Réponse avec une diététicienne, un spécialiste en vitamines et un dentiste. Mais avant cela, Andrea Gringeri et Jean-Marc Chevillard ont débarqué à l'heure du petit déjeuner dans la cuisine d'une famille de la Chaux-de-Fonds. Chez les Bessons, le petit déjeuner est un rituel qui se pratique en famille. Dès le réveil, tout le monde met la main à la pâte. Côté boisson, un incontournable crée l'unanimité. Toi, tu veux pas la pulpe, hein, Naya? Non. On est très jus d'orange, on est très jus de fruits. Donc c'est aussi pour ça qu'on achète des oranges pour faire du jus d'orange. Et on n'a pas souvent du jus d'orange en bouteille ou en brique. Le goût, les vitamines, puis ouais, ça donne un petit coup de peps le matin. Moi, je trouve que c'est bon. Noah, je te mets ta pulpe de côté, hein? À part les vitamines, j'aimerais bien savoir ce que ça apporte d'autre. Et est-ce que c'est quelque chose de calorique, mine de rien? Est-ce que c'est bon d'en boire quand même tous les jours ou pas tous les jours? D'un point de vue diététique, il n'y a pas d'aliment bon ou mauvais. C'est toujours une question de quantité consommée, de fréquence et d'équilibre entre tous les aliments. Donc le jus d'orange, c'est un aliment qui peut être bon, qui peut aussi devenir mauvais si on en consomme trop. Star incontestée du petit déjeuner, l'orange est rarement questionnée. Nous avons rencontré différents spécialistes pour départager mythes et réalités qui entourent le jus vitaminé.
Donc si on prend un verre de jus d'orange, ça correspond à un fruit, donc. Exactement. Ok. Alors, on dit 5 fruits et légumes par jour, en sachant qu'il ne faudrait pas, en moyenne, manger plus que de 2 fruits par jour. Par rapport à l'apport en sucre qui peut être excessif. Les fruits sont très sains, très bons pour la santé, mais ils apportent plus de fructose que les légumes qui en apportent très très peu, presque, les valeurs sont presque nulles. Donc il faut, voilà, en moyenne 2 fruits par jour, c'est bien, et puis le reste doit être apporté par des légumes. La Société suisse de nutrition recommande de remplacer maximum 1 des fruits ou légumes par un verre de jus dans la journée, et puis les 4 autres doivent être mangés, crus, cuits, en salade, sous toutes les formes. Le jus d'orange est un plaisir, mais un plaisir sucré. 3, 4, 5 et 6. Donc dans ce verre de jus d'orange là de 2 décis, on a 20 grammes de fructose, 20 grammes de sucre simple, ce qui est exactement la même chose que dans un verre de soda. Moi, j'hallucine. Je pensais pas. Mais après, ouais, moi, je pensais que c'était plutôt du bon sucre parce que c'est pas du sucre ajouté, c'est du sucre naturel, le sucre du fruit. Dans le coca, c'est du sucre qu'on rajoute. Isolément, sortis de leur contexte, si on peut dire, sortis de leur aliment, les 2 sucres, que ce soit fructose ou saccharose, se valent, plutôt déconseillés pour la santé. Dans le jus d'orange, il n'y a pas que du fructose. Il y a plein de nutriments qui sont associés à ce fructose. Il y a des antioxydants, il y a des vitamines, il y a des minéraux, il y a des micronutriments qui sont bons pour la santé et qui, finalement, font passer la pilule du sucre. Donc un verre le matin, ça va, mais est-ce qu'on peut en boire tous les jours, justement ? Consommer des boissons sucrées au-delà d'1 verre par jour ou consommer des aliments avec des sucres ajoutés ou des sucres cachés, parfois, à l'excès, rend malade, oui. À petite dose, ça va. Pour un verre de jus, il faut presser 2 à 3 oranges. Si leur sucre est bien là, les bienfaits du fruit ne se retrouvent pas tous dans votre verre. On perd certains nutriments, on perd certaines qualités nutritionnelles quand on extrait le jus de l'orange par rapport au fruit dans son entier. Quand on mange une orange, déjà on la prend dans ses mains, on sent la texture de sa peau, on prend avec un couteau, on commence à l'éplucher petit à petit, à enlever la peau. Quand on enlève la peau, il y a des micro-gouttelettes d'huile essentielle qui giclent. Ça s'évapore et puis on les respire. Là, il y a le sens de l'odorat qui commence à fonctionner. Ça sent bon. Et là, maintenant, j'ai un peu faim. Je commence déjà à saliver, à sentir cette bonne odeur. Mon cerveau, là, il enregistre plein de messages. Il voit ce qui se passe, il voit cette orange qui est en train de se dénuder sous mes yeux. Il y a mes doigts qui travaillent, qui sentent le toucher. Il y a mon odorat qui travaille et puis je sens que ma bouche elle est prête à l'accueillir. Il y a l'ouïe qui fonctionne aussi quand on mange avec ses 5 sens. Là j'entends la peau qui se décolle comme ça au fur et à mesure avec mon couteau. Et là on est déjà en train de nourrir notre cerveau. Donc quand on mange une orange, on rassasie à la fois notre corps, notre estomac avec les nutriments qu'on y apporte. Quand on mâche l'orange, on va aussi avoir une sensation de rassasiement qui vient. Puis tout ça, on ne l'a pas en buvant un jus d'orange. L'orange doit sa renommée à son apport en vitamines, qui, elles, se retrouvent bien dans le jus. Quand je fais du jus d'orange, je prépare pas une bouteille. Je fais au verre. De garder le jus d'orange au frais, ça perd tout de suite les vitamines. Moi, j'ai toujours appris que le jus d'orange, il faut le boire frais tout de suite pour avoir justement tous les nutriments, tous les bienfaits. Pour en savoir plus sur cette fragile vitamine, nous nous sommes rendus chez des experts. Pour nous, l'Institut suisse des vitamines a pressé des oranges et procédé à des analyses pendant 24 heures. Nous voulions savoir à quelle vitesse le taux de vitamine de notre jus allait diminuer. Le résultat vient contredire nos a priori.
Le jus d'orange a été stocké soit à température ambiante, soit à 4 degrés dans un réfrigérateur. Donc vous avez ici les résultats de la teneur en vitamine C. En bleu pour le stockage à 4 degrés, en orange pour le stockage à température ambiante. Puis on constate que sur une échelle de temps de 24 heures, la teneur en vitamine C est très stable. On entend énormément que la vitamine C est très fragile, qu'elle se détruit très vite. Du coup, comment vous pouvez expliquer ces résultats? Sur le jus d'orange frais, la vitamine C est relativement stable, puisque le jus d'orange, par définition, étant acide, avoir un pH acide aide la vitamine C à rester dans sa forme réduite, donc dans sa forme intégrale et fonctionnelle. En 24 heures, aucune baisse de vitamine. La vitamine C présente dans l'orange est ainsi plus résistante que dans d'autres aliments. Voilà notamment pourquoi les jus d'orange du commerce qui ont souvent voyagé en contiennent encore. Autre croyance, la vitamine C protégerait contre la grippe. Sur le cas de la grippe et du rhume en particulier, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années et il a été montré qu'effectivement la vitamine C en elle-même n'évite pas le rhume, mais arrive quand même à en diminuer la sévérité et du moins la durée. Un léger rempart contre les refroidissements, c'est toujours mieux que rien. Et ce n'est pas son seul atout. La vitamine C est un antioxydant très puissant dont nous avons besoin. C'est d'ailleurs l'une des fonctions premières qu'elle a pour nous, les humains, pour tous les mammifères en général. Elle nous prévient contre les dommages du stress oxydatif. Ces molécules oxydantes, elles sont générées par le stress. Le tabac, par exemple, toutes les toxines aussi, la pollution apportent de l'oxydation à notre organisme. Donc il nous faut une bonne charge d'antioxydants comme la vitamine C pour éliminer tout ça. Donc pour avoir un bon apport de vitamine C, il faut manger des oranges ou d'autres fruits ou d'autres légumes plutôt crus. C'est là où il y a le maximum de vitamine C. Alors vous voyez sur cette table, j'ai préparé l'équivalent d'une orange et demie, ce qui couvre les besoins journaliers d'un adulte pour la vitamine C. J'ai préparé différents fruits, légumes qui vont apporter exactement la même dose de vitamine C. Donc, dans cette petite part de chou rouge, si on le mange cru, on a l'apport journalier au niveau de la vitamine C. Il y en a pour toutes les saisons. Poivrons, chou-fleur ou encore brocoli. On a ici aussi des pommes de terre. La pomme de terre, on n'y pense pas directement quand on parle de vitamine C. Il faudrait en avoir pratiquement 2 kilos, entre 1,5 kg et 2 kg. Donc, on a un petit peu plus de peine à couvrir nos besoins journaliers en vitamine C juste avec les pommes de terre. On trouve aussi les autres agrumes comme le citron, mais également la fraise et le kiwi. Je conçois que de boire un jus d'orange le matin, c'est un peu plus agréable que de boire un jus de chou-fleur. En tout cas, c'est davantage dans nos habitudes gustatives, mais on est dans l'équivalence au niveau nutrition. Voilà une sélection vitaminée pour toute l'année. Une fois le petit déjeuner terminé, il est temps de se brosser les dents avec un dernier conseil. Les enfants, je leur demande toujours de se brosser les dents un peu plus tard, puis pas tout de suite après le déjeuner, parce que se brosser les dents après avoir mangé ou bu de l'acidité, c'est juste pire. Enfin, ça, c'est ce que j'ai toujours appris. Je ne sais pas si c'est vrai, en fait. Il vaut mieux attendre parce que on va permettre à la salive de faire son travail, c'est-à-dire de reminéraliser la dent avant de la nettoyer. Si on brosse tout de suite, on risque de perdre de la matière dentaire à plus grande quantité que si on se brosse les dents plus tard, peut-être une demi-heure après. Et vous faites une dent après l'autre. Le jus d'orange n'est pas une exception. Toutes les boissons contenant sucre, acidité et même gaz carbonique vont constituer une menace. À chaque fois qu'il y aura un contact entre la boisson acidulée qui contient du sucre et la dent, il y aura une attaque et la déminéralisation de ces dents est irréversible. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévenir. De boire par exemple un jus avec une paille permet que le liquide passe directement dans le fond de la gorge sans toucher à l'extérieur des dents et que le temps de contact avec les dents soit minimum. Mais après, ça évite pas de devoir rincer
sa bouche avec de l'eau si on est en dehors des repas. Mets la lumière, voilà. Au revoir, bonne matinée. Andrea Gringieri, bonsoir. Bonsoir. C'est vous qui, avec Jean-Marc Chevillard, vous avez plongé dans l'univers du jus d'orange. Alors dites-moi, des jus d'orange, il y en a de toutes les sortes et à tous les prix. Si on commence par le plus basique, c'est la brique qu'on peut trouver en magasin, environ 1,30 francs le litre. Et celle-ci, c'est écrit 100% à base de concentré d'orange. Alors pourquoi on fait du concentré d'orange ? Les principaux pays producteurs sont en Amérique du Sud, le Brésil ici pour cet exemple-là. Si on prend une orange, c'est 90% d'eau. Donc dans le pays producteur, on évapore cette eau, on envoie le concentré en Europe et on reconstitue le jus d'orange ici. Ça revient moins cher. Ça revient moins cher. L'autre bouteille là qui est devant vous, elle a l'air, ça a l'air mieux ça, non ? Alors la bouteille est plus jolie, c'est écrit 100% jus dessus, mais si on va regarder dans les petits caractères, on voit que c'est aussi 100% à base de jus concentré. Et par contre, c'est plus cher. C'est plus cher, on est environ à 3 francs la bouteille. Il faut préciser, elle a de la pulpe en plus aussi. Ah voilà, s'il y a de la pulpe, c'est normal. Ensuite, on arrive aux oranges pressées. Alors là, on est, je crois, autour des 5 francs le litre. Là, c'est encore un produit différent. Oui, là, on n'est plus du tout à base de concentré. C'est les produits que vous allez trouver dans les frigos des supermarchés. On est du jus pasteurisé. C'est donc un jus qui est pressé et ensuite on va le cuire pour enlever les bactéries et qu'il puisse se conserver plus longtemps. Et puis alors, encore plus cher, la petite bouteille, là, c'est la dernière arrivée, c'est la Nouvelle Star. La Nouvelle Star, c'est les fruits pressés minutes, les jus d'orange pressés minutes. On achète un jus d'orange qui vient d'être pressé. Par contre, là, niveau prix, ça s'envole. On peut aller de 8 jusqu'à plus de 20 francs le litre. D'accord. Merci beaucoup, Andrea Gringieri. Bonne soirée. Et puis donc, c'est ça la grande mode, le jus d'orange frais pressé devant vous. On trouve aujourd'hui des machines à jus un peu partout, dans les cafés, dans les gares, et même les grands distributeurs s'y mettent. Des machines comme celle-ci, on en voit fleurir dans les gares et centres commerciaux de Suisse. Un moyen efficace pour profiter d'un jus pressé minute. L'évolution est très forte pour tout ce qui est de l'ultra frais. Donc la clientèle exige toujours plus de produits très très frais qui restent le plus longtemps possible dans les rayons. Et puis, alors on a naturellement les jus d'orange pressés frais et puis en frigo, qui sont en opposition avec les jus d'orange à base de concentré et qui sont à longue conservation. Et puis vous avez naturellement cette solution-là qui est assez idéale parce qu'il n'y a pas de perte. Parce qu'en fait, le jus, il est fait seulement au moment où le client veut l'acheter. Ces machines, elles sont nouvelles dans la grande distribution. Ça se développe bien. On va voir après jusqu'à quel moment ça va remplacer peut-être le jus d'orange en bouteille. Une telle machine impose des contraintes sur le type d'orange utilisé. Un petit calibre, un bon rendement et une écorce propre, car cette dernière est en contact direct avec le jus. Tant qu'il y en a, nous, on met des oranges bio d'Espagne dedans. Ça veut dire que la plupart de la saison, il va y avoir des bio. Quand il n'y en a plus, parce que c'est plus la saison, il y en a encore peut-être en Afrique du Sud, mais on préfère passer au traditionnel d'Espagne, qui n'est pas traité après la récolte. Et puis, ma foi, tant pis, il n'y a pas de bio, mais il y a au moins du produit européen. Avant l'avènement de ces machines automatiques, pour avoir du jus frais, les magasins pouvaient soit le presser sur place ou le commander à des grossistes. Face à la concurrence, Fresh Orange ne vend plus de bouteilles aux particuliers, mais fournit toujours hôtels et entreprises. On reçoit les commandes la veille jusqu'à 14h, et puis on presse le lendemain, tôt le matin, pour qu'ensuite ça soit distribué le soir même en centrale. Vous pressez combien, plus ou moins ? On presse, ça dépend des périodes, mais on peut presser jusqu'à 2 à 3 tonnes par jour d'orange. Si pour les particuliers le type d'orange importe peu, quand on travaille en gros, il faut sélectionner des fruits avec un bon rendement en jus. Après avoir mesuré leur taux de sucre et d'acidité, les voilà presque prêtes à être pressées. On va les verser sur un tapis, les oranges vont être acheminées dans un tunnel. Ce tunnel va chauffer les oranges à environ 90 degrés et les brosser. C'est quand même des fruits qui sont issus de la terre, qui peuvent tomber ou qui ont eu un contact avec des fruits qui viennent de la terre. Donc c'est important de bien laver ces oranges, de bien les brosser, puis ensuite d'enlever un peu les cires qu'il y a dessus. Parce que dans ces cires, c'est des cires de conservation qu'on va mettre sur l'orange pour qu'elle tienne. Et cette cire, elle va contenir des fongicides. Tout ce processus a un coût. Steve Grangier accepte de nous décrypter le prix de son jus frais.
Pour un prix moyen d'un kilo d'orange à 75 centimes, plus les frais de port, etc., ça vous revient à peu près à 2 francs 20, 2 francs 30 le litre de jus pressé. Ensuite, sur ces 2 francs 30, vous rajoutez quoi? L'emballage. Calculez entre 50 et 60 centimes, ça vous fait environ 2 francs 90. Ensuite, l'étiquette, etc., 3 francs. Ça, c'est les matières premières. Donc, le fruit, le PET, et ensuite, vous avez les coûts de la main-d'œuvre. Il faut rajouter environ 30% de coûts de production, donc vous arrivez à peu près à 4,50 francs. Puis ensuite, il faut qu'on paye les frais généraux. Donc, je pense que 5 francs est le prix correct pour une bouteille d'1 litre de jus d'orange. Et puis ensuite, on va la vendre, cette bouteille, entre 7 et 8 francs. Chez Migros, le prix du jus frais pressé revient à 11 francs le litre. Nos prix en général sont calculés au plus bas, c'est-à-dire le prix coûtant plus la marge qui permet à l'entreprise de fonctionner. C'est-à-dire que là aussi, alors c'est clair que c'est une machine qui prend pas mal de place, qu'il faut remplir régulièrement, qu'il faut nettoyer, parce que forcément, quand vous dites manipulation, il y a beaucoup de trucs qui partent un peu à gauche, à droite. Il faut peut-être aider certains clients. Donc c'est vrai que c'est un produit plus premium, si j'ose dire ça comme ça, que le paquet de 6 litres de jus d'orange à base de concentré, oui. Et les prix pourraient encore monter. La tendance des machines à jus a fait exploser la demande. Depuis 10 ans, j'estime pour ma part qu'on a à peu près doublé le prix de l'orange à jus. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, l'orange à jus, qui est une petite orange, valait presque rien. Parce que personne ne la voulait, cette orange, dans le sens qu'elle est petite, elle n'est pas pratique à peler, on ne va pas faire une salade d'orange avec ça. Et puis aujourd'hui, tout le monde la veut parce qu'elle va bien dans les machines, elle est calibrée pour les machines. Donc elle est presque aussi chère que l'orange de table conventionnelle. Lorsqu'on boit un de ces jus fraîchement pressés devant vous par une machine, que contient exactement la boisson que vous avalez? Pour le savoir, nous avons sillonné la Suisse romande, nous avons analysé les jus d'orange qu'on trouve dans les principales gares de notre région. Les résultats sont surprenants et, disons-le, pas très ragoûtants. Le jus d'orange est sucré, vitaminé, antioxydant. Mais n'y a-t-il rien de plus dans votre verre? Si les bienfaits du nectar sont indéniables, à bon entendeur, c'est demander si des pesticides ont pu transiter du fruit au jus. Nos équipes sont parties en quête de jus frais dans les enseignes présentes dans les différentes gares de Suisse romande. 10 jus achetés discrètement, étiquetés et rangés au frais. Direction le laboratoire cantonal de Genève pour une analyse en bonne et due forme. Merci beaucoup. Premièrement, des échantillons de 15 grammes sont prélevés. On y ajoute des sels et un solvant. Le tout est ensuite agité sur une secoueuse. Pour que l'extraction se fasse au mieux, un passage en centrifugeuse vient séparer la phase solide de la phase liquide dans laquelle peuvent se trouver les éventuels résidus de pesticides. On récupère l'extrait, qui est ensuite filtré et mis dans un vial. Dernière étape avant les résultats, le passage dans des chromatographes et des spectromètres de masse. Le laboratoire est maintenant en mesure de détecter jusqu'à 450 pesticides différents. Stéphane Fontanet, bonsoir. Bonsoir. Alors, ils sont devant vous, ces 10 fameux jus d'orange. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y en a qui sont propres, qui sont clean? Oui, on en a 2 qui sont parfaitement propres. Ah bah c'est bien. Oui. Alors, on a celui-là qui vient de Coop Pronto à Delémont. On n'a rien trouvé dans cet exemplaire-là. Puis, on a son frère jumeau qui vient cette fois de Coop Pronto à Bienne, dans lequel on n'a rien trouvé non plus, parfaitement propre. Alors, on n'a rien trouvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oranges sont bio? Non, j'ai demandé à la Coop, ce sont des oranges tout à fait traditionnelles, donc qui ont été à un moment ou à un autre traitées avec des pesticides. Elles n'ont pas été non plus lavées, me dit la Coop, j'imagine, pour vouloir ôter un peu de pesticides en surface. D'accord. Le groupe du milieu, là, il est un peu plus problématique. Oui, on reste dans des produits qui sont conformes, mais qui contiennent des traces des résidus de pesticides. Alors, on a ce produit-là acheté à la gare de Genève chez Bagel & Juice, qui contient un fongicide de l'imazalil.
Et puis, on a ce produit acheté au même endroit chez Greens qui contient aussi de l'imazalil sous forme de traces. Ensuite, on a Manora Fresh to Go à la gare de Lausanne qui contient du l'imazalil et du thiabindazole. Mon Dieu. Deux fongicides. D'accord. Oui. On passe ensuite à Sion, au Panetier, qui contient toujours de l'imazalil et du pyriméthanil. D'accord. Et puis le dernier, retour à la gare de Lausanne, chez Tibitz, un produit qui contient aussi de l'imazalil et du pyriméthanil et qui coûte 22 francs le litre, c'est un des plus chers. 22 francs le litre, ouais, Oui. c'est quand même pas donné. Hein. Et les autres, pour avoir une idée, c'est quel ordre de prix? Alors on est entre 16 et 20 francs le litre, sachant qu'on a acheté les produits en décembre, et puis qu'en fonction de la quantité, le prix va bien sûr monter ou descendre un peu. D'accord. Et puis alors Stéphane, le dernier groupe, là, les 3 derniers, ils posent clairement problème. Oui, alors ces 3 produits pour du jus d'orange sont hors normes. D'accord. Trop d'imazalil dans le premier, qu'on a acheté au prêt-à-manger à la gare de Genève, à nouveau. Chez Coffee and Friends à Fribourg, on a de l'imazalil en trop et du thiabindazole aussi en dose trop grande. Et puis le tout dernier, il est particulièrement gratiné. Oui, le tout dernier, mais aussi hors norme. 3 pesticides trouvés chez Café Spectacolo à Neuchâtel, du propiconazole, du thiabindazole et notre fameux imazalil. Exact. Voilà. C'est aussi un des plus chers à 22 francs le litre. D'accord. Alors bon, vous avez contacté évidemment ces 3 commerçants. Qu'est-ce qu'ils répondent pour expliquer ça? Alors le prêt-à-manger nous a dit avoir contacté son fournisseur et changé immédiatement la gamme d'orange pour une gamme supérieure. D'accord. Du côté de Coffee and Friends, qui appartient au groupe Autogrill, on nous a dit « Ah ben non, nos oranges sont dans les normes, elles respectent les normes. » Ben non, ils se sont manifestement trompés de normes. Et puis du côté de Café Spettacolo à Neuchâtel, qui appartient au groupe Valora, avec ses 3 pesticides, on regrette le résultat, on dit qu'il s'agit certainement d'un cas isolé et qu'on va prendre contact avec notre fournisseur. D'accord, affaire à suivre donc. À suivre. Stéphane, merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir Patrick Eder. Bonsoir. Vous êtes le chimiste cantonal genevois. Alors sur les 10 jus d'orange pris dans les gares, il y en a quand même 8 qui ont des traces de pesticides et parmi eux 3 qui sont clairement hors normes. Est-ce que ça vous étonne ? Alors, le fait qu'on retrouve aussi souvent des pesticides, non, ça ne me surprend pas, parce que les agrumes, de manière générale, sont des fruits qui sont beaucoup traités, et notamment, ils sont traités après récolte. On met de la cire qui contient des pesticides sur l'écorce, de manière à ce qu'ils ne moisissent pas. Donc, le fait de retrouver souvent, ça ne m'étonne pas du tout. Le fait qu'on ait passablement de non-conformes, oui, là, c'est un peu plus une surprise. On avait des résultats sur les jus de fruits plus industriels, on avait moins de non-conformes, mais là, effectivement, ça m'étonne un peu. Donc, hors norme, Patrick Eder, ça veut dire illégal, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on dépasse les normes qui sont autorisées, les normes tolérées pour ces résidus de pesticides, et clairement, le produit ne devrait plus être commercialisé, et on devrait chercher à résoudre le problème. Est-ce que les normes sont les mêmes pour les oranges, le fruit, que pour le jus d'orange? Non, alors les normes sont différentes parce que l'orange, on part du principe qu'on va peut-être consommer également l'écorce pour faire de la confiture, par exemple, ou les zestes. Et donc, les normes sont plus élevées. Pour le jus d'orange, on part de l'idée qu'on ne va justement pas consommer l'écorce. En principe, non. Les normes vont être beaucoup plus basses. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer qu'il y en a autant qui sont hors normes, en fait. Oui, certainement que c'est une des causes, c'est que la valeur légale est beaucoup plus faible. Est-ce que pour ma santé, il y a un risque? Si je me rends tous les matins pendant 15 ans dans la même gare et je prends le même jus d'orange et c'est un des non-conformes, est-ce que je risque quelque chose? Non, je dirais non, parce que les valeurs qu'on a mesurées sont quand même relativement faibles. Et c'est en tout cas pas le jus d'orange en question qui risque de vous poser problème. Mais par contre, ça participe à l'ensemble de ces pesticides qu'on consomme régulièrement dans à peu près tous les produits d'origine végétaux et les produits transformés. C'est l'effet cocktail. C'est l'effet cocktail et l'effet qu'on en consomme souvent de manière récurrente. Donc là, il faut vraiment qu'on le diminue de manière globale. Alors, Patrick Heller, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ces jus hors normes? Quelle est la cause, en fait, de ça? Il y a deux choses. Soit c'est les oranges de départ. C'est clair que si les oranges sont de mauvaise qualité, qu'elles sont pleines de pesticides, le jus d'orange, lui, va en contenir également. Donc, il y a la qualité des oranges. Et puis après, il y a la manière de les presser, c'est-à-dire la machine. Et là, il y a deux possibilités. Soit elle presse beaucoup trop fort. On va vraiment aller chercher le dernier millilitre. Donc, et elle presse
l'écorce, en Elle fait. presse l'écorce, exactement. Là où il y a tous les pesticides. Exactement. Et donc, on va avoir plus de pesticides qui vont passer dans notre jus. Ou alors, on va avoir le jus de fruits qui va s'écouler sur les écorces de ceux qui sont dessous, qui attendent finalement d'être pressés. Et donc, ça finit dans le verre. Et ça finit également dans le verre. Je pense que c'est les deux causes principales de ce que je peux savoir sur la plupart des machines qui sont utilisées. Alors, que doivent faire maintenant ces 3 entreprises? Est-ce qu'elles doivent faire quelque chose? Et que se passe-t-il si elles ne font rien? Alors clairement, ce qu'elles doivent, c'est chercher la cause de leurs problèmes et puis proposer une solution. Soit acheter des fruits qui ne contiennent pas de pesticides, soit revoir leurs machines. Ça, c'est clairement leur devoir. C'est leur devoir d'autocontrôle, maintenant qu'elles sont au courant. Et si elles ne font rien, Patrick Eder, qu'est-ce qu'elles risquent? Une amende, une interdiction? Ça peut aller jusque-là? Alors très clairement, s'il y a un contrôle officiel, nous, on va poser des mesures. On va exiger que, justement, ils recherchent la cause, ils informent le chimiste cantonal de la cause qu'ils ont identifiée, puis des mesures qu'ils ont prises. S'ils font rien du tout, après, ça peut terminer par une voie pénale, par des amendes, voire même une voie administrative, une interdiction d'utiliser la machine, par exemple. Et dernière question, est-ce que vous, le chimiste cantonal, vous allez augmenter les contrôles du jus d'orange, maintenant qu'on a vu ces résultats? Alors effectivement, vos tests nous mettent un peu la puce à l'oreille. On avait déjà fait des grandes séries de jus industriels dans la grande distribution. On n'avait pas trouvé grand-chose à ce moment-là. Par contre, effectivement, sur les machines un peu plus artisanales, il semblerait qu'il faut se pencher sur la question. Patrick Eder, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Normalement, un jus frais pressé, ça doit se boire dans les 2 jours. Pour pouvoir le conserver plus longtemps, il existe un nouveau procédé qui se développe dans l'agroalimentaire et qui commence à être utilisé en Suisse. Après la pasteurisation, voici la pascalisation. On l'utilise pour des confitures, des desserts qui contiennent du lait, de la viande et bien sûr pour les jus de légumes et les jus de fruits. À Écublanc, l'entreprise Fit & Tasty presse et prépare jus de fruits et de légumes. La conservation des jus frais est un véritable défi. C'est toute une histoire en fait de pouvoir faire un jus aussi bon que fait maison. Normalement un jus quand on le fait à la maison, il faut le boire tout de suite. C'est pour ça qu'on l'appelle pressé minute. Du coup on a trouvé cette technique qui commence à arriver en 2014, ce qui était très rare en Suisse encore à ce moment-là, qui s'appelle justement pascalisation. En anglais ça s'appelle HPP, High Pressure Processing. Et en gros, cette technique, c'est une pasteurisation à froid. Ça permet de prolonger la date de consommation du jus sans dénaturer. Pour nous illustrer ce nouveau processus, Fit & Tasty a accepté de nous produire un jus d'orange labellisé à bon entendeur. Les fruits sont préparés, pressés et mis en bouteille sur place. La première contrainte de la pascalisation consiste à se servir de bouteilles flexibles. Changement de lieu et de décor pour la prochaine étape. Les jus pressés ce matin sont envoyés dans une entreprise spécialisée. En Suisse romande, une seule structure permet la pascalisation. HPP Compétences a ouvert ses portes en 2018 à Chavornay. Leur machine est la plus grande de Suisse. Votre jus, il entre dans la machine, dans une enceinte. Cette enceinte se remplit d'eau. Et en fait, c'est cette eau qui est mise à 6000 bars de pression. Et le jus, à l'intérieur, subit aussi un traitement à 6000 bars de pression. Mais c'est uniquement le traitement physique de la pression. Il n'y a pas de température, il n'y a pas d'autre action chimique. 6000 bars de pression, c'est 6000 fois la pression atmosphérique, donc la pression qu'on a maintenant. C'est aussi 60 km, la pression qu'on a à 60 km au-dessous du niveau de la mer. Donc c'est pas mal. La pascalisation est une alternative à la pasteurisation classique qui, elle, va cuire les aliments. 4 minutes à très haute pression suffisent pour traiter un jus d'orange. Cette pression permet la dénaturation de la membrane des bactéries présentes dans le jus. Et c'est ce qui permet de le conserver plus longtemps, tout en préservant ce qui est qualité nutritionnelle. Par rapport à un jus d'orange frais pressé qu'on pourrait conserver 3-4 jours maximum avant qu'il se dégrade, on a une conservation de 3 mois après HPP. Une machine comme celle-ci coûte environ 1 million. Pascaliser représente un coût qui se répercute sur les jus. Alors concrètement, je dirais un peu... Alors c'est à peu près 40 à 50 centimes dans un jus.
La pasteurisation classique, ce serait peut-être quelques centimes, 2-3 centimes pour faire passer des jus et encore beaucoup moins, je pense, pour les gros industriels. La pascalisation est indispensable si l'on souhaite conserver des jus de légumes frais. Pasteurisés, ils se transformeraient en bouillon. De nombreux aliments peuvent bénéficier d'un traitement à haute pression. C'est assez nouveau en Suisse, mais c'est une technologie qui est déjà mondialement reconnue depuis plusieurs dizaines d'années. Et qui est utilisée pour différentes applications. Ça peut être pour le guacamole, typiquement, qu'on ne peut pas cuire pour le conserver. Donc, il y a beaucoup d'installations aux États-Unis qui sont utilisées pour le guacamole. Il y a une application qui consiste à casser les coquilles des crustacés. Voilà, par exemple, une application typique du Canada ou du Japon. Il y a quelques semaines, on vous a raconté l'histoire de cette dame qui avait commandé un canapé qui ne fut jamais livré. Ce soir, nous partons chez Céline. Elle, c'est une magnifique table de salon qu'elle a commandée sur Internet. Devinez ce qui s'est passé. Roland Tillmans. C'est ce qu'on appelle un bid. L'appartement est neuf, magnifique, manque juste la dernière pièce essentielle, la table. J'ai passé mon samedi soir, faute de temps, à surfer sur Internet avec la ferme intention d'acheter une table. Et puis au bout du compte, je revenais toujours au site de Nativo qui proposait vraiment une formule très intéressante. On pouvait vraiment choisir les dimensions, l'essence de bois, le traitement du bois, biseauté, pas biseauté. Enfin, il y avait vraiment énormément de choses. C'était vraiment du sur-mesure qui nous était proposé à un prix qui était intéressant. Puis au final, à force de chercher pendant 3 heures, on s'est décidé pour cette table-là. La table a disparu du site Internet. C'est une table fantôme qui n'a jamais atterri dans le salon, alors même qu'elle a été payée rubis sur l'ongle. Et puis au moment de passer la commande, donc on doit cliquer pour le paiement. Et puis ils annoncent 30% d'acompte. En l'occurrence, c'est le montant total qui était demandé. Et puis j'ai fait le choix bête et très arbitraire de payer effectivement le montant total en me disant que de toute façon, tôt ou tard, je devrais le payer. Vous avez payé combien ? 2378 francs. Céline va endurer un long et pénible combat avec l'entreprise Nativo. Et comme il fallait bien une table, elle en a acheté une autre dans un magasin de la place. Mais avant cela, la guerre du temps était lancée. Déroulement d'un interminable feuilleton. Des échanges d'emails, on vous reporte à chaque fois le délai de 2-3 semaines, toujours plus tard. Et on tient surtout jamais les promesses de délai, de livraison. C'était très pénible parce que vraiment, on est mené en bateau, mais le processus c'était vraiment de nous reporter à chaque fois au terme annoncé, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Puis au final, on attend vraiment très longtemps, quoi. Le délai de livraison peut être de 4 à 8 semaines, voire 12 semaines, et même davantage. Trop, c'est trop. Ils m'ont rappelé les conditions générales de vente. À ce moment-là, j'ai contacté ma protection juridique, je lui ai transmis le dossier. De manière générale, quand vous passez une commande par Internet, vous devez accepter les conditions générales de vente. Et la plupart des gens ne les lisent pas, mais il n'en meurt pas moins qu'en cas de litige, elles sont applicables, qu'elles font partie intégrante du contrat. Donc là, c'est 14 semaines supplémentaires. Exactement. Et suffisamment bien ficelé pour que Nativo puisse se cacher derrière ces conditions. Ils ont essayé de me proposer une autre table avec une finition qui n'était pas la même que ce qu'on avait prévu initialement. Et puis j'ai refusé cette proposition. La confiance, elle est rompue, puis j'ai juste plus envie. Céline en a assez. Le délai contractuel est passé, elle veut être remboursée. Pas si simple, la guerre du temps reprend de plus belle. Nativo entre en matière, demande de nouveaux délais, propose un rabais de 15% en guise de compensation, puis un deuxième rabais de 30% pour finalement, enfin, procéder au remboursement. Quoique. C'est une attestation ordre de versement. On constatera par la suite que ce versement ne sera pas effectué. Donc, deux possibilités. Soit ils l'ont annulé après coup, soit les liquidités n'étaient pas suffisantes sur le compte de Nativo. Ce qu'ils cherchent, c'est tout simplement gagner du temps. Certainement que certains clients abandonnent par dépit. Céline désespère. Cela dit, elle est loin d'être seule dans son cas. Nos collègues de Kassensturz à SRF ont déjà mené une enquête sur Nativo. C'était en 2016.
Nous avions beaucoup de téléspectateurs qui se plaignaient de l'entreprise Nativo et de ses méthodes. Meubles jamais livrés ou endommagés, service clientèle déplorable, impossibilité de se faire rembourser. On a fait des recherches et on a découvert assez vite qu'il y avait des gens là derrière qui avaient procédé de la même manière auparavant avec d'autres entreprises. Nos collègues découvrent 4 entreprises qui, les unes après les autres, vendent les mêmes produits, utilisant le même type de site internet, les mêmes méthodes et à la tête desquelles apparaissent les 3 mêmes signatures. 3 entreprises font faillite, Swiss Idea en 2011, puis c'est au tour de MyCrib avant Mevela. À chaque fois, avec des dettes au passif qui se comptent parfois en millions. Reste Nativo qui se défend de tout lien avec les 3 autres entreprises, mais qui empêche violemment nos collègues de faire leur travail. Wir sind da, wir dürfen da filmen. Bis zur Linie. Das ist alles gut. Komm, runter am Boden, mir scheißegal, Mann. Was alles gut. Wir sind vom Schweizer Fernsehen, sehen Sie. Und was sind Sie, Entschuldigung? Das geht hier überhaupt nichts an, ich bin. Hey, geben Sie meine Unterlagen jetzt. Hey. Das holen wir Polizei, Polizei. Er braucht mich nicht filmen, ganz. Alles in Ordnung, ist alles in Ordnung. Jedenfalls hat man gesehen, dass das ein... Nous avons fait le constat qu'il s'agit d'un système. Et notre expert l'a confirmé, il y a un système là derrière. Il n'y a pas de hasard et les 3 faillites font partie intégrante de ce système. De manière générale, ce système, c'est un système quand même bien rodé, qui en tant que tel n'est pas forcément illégal, mais certainement qu'ils encaissent l'argent pour pouvoir livrer la marchandise d'un précédent client, et ainsi de suite, et qui n'ont pas, tout simplement pas les liquidités nécessaires pour assurer le suivi des commandes qui leur sont passées. Céline ne se décourage pas et elle veut aller jusqu'au bout du combat, avec l'aide de sa protection juridique. J'espère être remboursée, ça c'est clair. Maintenant, est-ce que ça sera le cas? C'est difficile à dire, quoi. Ne voyant pas arriver la livraison, ne voyant pas l'argent remboursé, on a été contraint d'envisager des mesures plus coercitives, si bien qu'on a adressé une poursuite à Nativo, poursuite à laquelle il a été fait opposition, et aujourd'hui, on a saisi le tribunal compétent et on attend une décision qu'on espère évidemment favorable. Se pose aussi la question de savoir si Nativo a les liquidités nécessaires pour rembourser. Et à votre avis? J'en doute. Ce que j'en pense, c'est que j'avais chaud d'écran à l'eau froide, je vais peut-être plus tellement commander de choses sur Internet, je vais un peu me méfier, surtout pour certains montants. Et puis, je vais peut-être faire un pas en arrière par rapport à l'évolution actuelle du commerce, mais je vais privilégier le contact avec le commerçant. Donc c'est vrai que pour moi, commander sur Internet, c'est quelque chose qui sera gentiment aboli dans ma façon d'acheter et de consommer. 37 semaines après la commande de la fameuse table et 4 semaines après notre tournage, toujours rien, pas l'ombre d'un meuble à l'horizon. Céline Heinemann n'est toujours pas remboursée. Le tribunal de première instance de Zurich ne s'est pas encore prononcé sur sa demande de poursuite contre l'entreprise Nativo. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au 20 décembre dernier, l'entreprise Nativo était grevée de 4 pages de poursuite à l'Office des poursuites de Regensdorf, poursuite de clients privés mais aussi d'impôts et de charges sociales. Au total, il y en a pour plus de 100 000 francs.